Tu l'as amené dans mon lit. Avant le lever du soleil, tu ne posséderas plus rien. Signe les papiers. Ma chérie, attends, s'il te plaît. C'était une erreur. Ton erreur t'a tout coûté. Les lourdes portes en chêne de la chambre principale s'ouvrirent, révélant non pas l'étreinte de son nouveau mari, mais la plus cruelle des trahisons. Il se tenait là, tenant une femme aux cheveux d'or, en riant. « Prends le dressing, ma chère, ricana-t-il. Elle ne pleura pas. À l'aube, elle le ferait s'étouffer avec ces mêmes mots. L'année était 1814 et l'impitoyable haute société de Londres était entièrement consumée par le mariage de la décennie. L'air à l'intérieur de l'église Saint-Georges de Hanover Square était lourd du parfum des roses blanches, de la cire brûlante et des murmures silencieux et envieux de l'aristocratie anglaise. Lady Arabella Montgomery, unique héritière du vaste empire mercantile Montgomery, épousait Tristan Somerset, le 9e duc de Rothbury. Pour un œil non averti, c'était un conte de fées tout droit sorti des pages d'un roman romantique. Tristan était incroyablement beau, avec des cheveux noirs comme le corbeau et des yeux de la couleur d'une mer agitée. Il portait un titre dont les origines remontaient à la conquête normande. Arabella, d'autre part, était frappante, mais pratique. Une femme qui possédait un esprit plus tranchant que du verre taillé, affiné par des années passées, à regarder son défunt père, bâtir un empire de navires marchands qui dominait les ports des Indes orientales. Mais cette union n'était pas un mariage d'amour, c'était une transaction brutale et de sang-froid. Le duc de Rothbury possédait un immense pouvoir social, mais se noyait dans une ruine générationnelle. Arabella possédait une fortune si colossale que même la couronne en murmurait. Mais elle avait besoin d'une pairie pour assurer son rang social et protéger ses actifs de prétendants cupides de moindre envergure. C'est du moins ce que croyait Tristan. La réception dans la vaste demeure du duc à Grosvenor Square fut un exercice de pure opulence. Le champagne coulait comme la Tamise et l'orchestre jouait des valses qui faisaient vibrer les lustres en cristal. Tout au long de la soirée, Tristan joua le rôle du marié, attentionné à la perfection absolue. Il baisait la main gantée d'Arabella. Il murmurait des mots doux à l'intention des commères environnantes, et il souriait, avec une chaleur qui fit presque, juste presque, croire à Arabella qu'il pourrait forger un partenariat redoutable. Elle ne demandait pas d'amour, mais elle s'attendait au respect. Alors que la grande horloge du hall sonnait minuit. Le moment vint pour les jeunes mariés de se retirer. Les invités acclamèrent, levant leurs verres, tandis qu'Arabella était conduite en haut du grand escalier de marbre vers la suite ducale. Son cœur battait un rythme régulier et pragmatique contre ses côtes. Elle était préparée à son devoir. Elle était préparée à être une duchesse. Mais lorsque les lourdes portes en chêne de la chambre principale se refermèrent derrière elle, l'illusion enivrante de la soirée se brisa en morceaux déchiquetés et sanglants. Arabella entra dans la pièce caverneuse éclairée par un feu rugissant et des dizaines de candélabres. Debout au pied de l'immense lit à baldaquin se trouvait son mari. Mais il n'était pas seul. Enveloppé dans une scandaleuse robe de soie cramoisie et sirotant dans un verre en cristal le brandy importé d'Arabella elle-même, se tenait Pénélope Vin. Pénélope était une actrice de théâtre notoire, une femme possédant des boucles d'or et une réputation qui faisait s'agripper à leurs perles les matrones de la bonne société. Arabella s'arrêta net. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu uniquement par le crépitement du foyer. Tristan n'avait pas l'air honteux, il n'avait pas l'air paniqué. Au lieu de cela, un sourire lent et cruel s'étala sur son visage aristocratique. Il desserra nonchalamment son immaculée cravate blanche et enroula un bras possessif autour de la taille de Pénélope. La maîtresse gloussa, jetant un regard de pitié pure
et sans mélange et de moquerie à la nouvelle duchesse. « Tristan, » dit Arabella, d'une voix étrangement calme, bien que le sang grondât dans ses oreilles. « Quelle est la signification de ceci ? » « La signification, ma chère Arabella, c'est que notre transaction commerciale s'est conclue à l'hôtel, » traîna Tristan, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu as ta précieuse couronne. Tu es la duchesse de Rodbury. Les journaux mondains vont te flatter, mais ma vie privée reste entièrement mienne. Pénélope est ma compagne depuis 3 ans, et elle le restera. » Il fit un vague geste vers une petite porte dans l'ombre au coin de la suite. « Il y a un lit de camp dans le dressing. Tu peux y dormir cette nuit, et au matin, mon intendant te conduira à l'aile de la douairière dans le couloir est. Nous ferons nos apparitions publiques comme l'exige l'étiquette, mais ne confonds pas notre arrangement financier avec un droit sur mon lit ou mon affection. » Pénélope rit. Un son aigu et grinçant. « Ne vous tourmentez pas, votre grâce, » ronronna la maîtresse, utilisant le titre comme une arme. « Il est vraiment terriblement exigeant. Vous devriez me remercier de vous décharger de ce fardeau. » Une femme de moindre envergure se serait effondrée. Une femme de moindre envergure aurait pleuré, crié, lancé un vase, ou se serait enfuie de la pièce dans une tempête de larmes humiliées. Pendant une seconde fugitive, Tristan se prépara aux hystéries. Mais Arabella Montgomery était la fille de son père. Elle avait été élevée parmi des marchands impitoyables, des capitaines de port et des négociateurs acharnés. Elle ne pleura pas. Son visage se figea en un masque de pure et terrifiante porcelaine. Elle regarda Pénélope, remarquant la soie bon marché et l'ambition désespérée dans les yeux de la femme. Puis elle regarda Tristan, le voyant pour la première fois non pas comme un duc, mais comme un garçon idiot et arrogant qui avait fondamentalement mal compris le jeu auquel il jouait. Le dressing, répéta Arabella, la voix dénuée de toute émotion. Oui, commanda Tristan, lui tournant le dos pour verser un autre verre à sa maîtresse. Et fermez bien la porte. Pénélope a le sommeil léger. Comme vous le souhaitez, votre grâce, murmura Arabella. Elle n'alla pas dans le dressing. Elle tourna les talons, sa lourde robe de mariée en soie chuchotant contre le tapis persan, et ressortit tranquillement par les portes principales en chêne, les refermant doucement derrière elle. Au moment où le loquet s'enclencha, la duchesse de Rodbury cessa d'être une mariée. Elle devint une architecte de la ruine. Les couloirs du manoir de Grosvenor Square étaient sombres et silencieux, les domestiques s'étant retirés dans les étages inférieurs pour célébrer le mariage avec les restes de bière. Arabella se déplaçait comme un fantôme à travers les ombres. Elle ne cherchait pas de réconfort. Elle cherchait le bureau privé du duc. Le bureau était fermé à clé, mais Arabella, anticipant le besoin de gérer les affaires du domaine, avait déjà obtenu un trousseau de clés principales de l'intendante la veille. Elle glissa la clé en laiton dans la serrure, la tourna et se faufila à l'intérieur, allumant une simple lampe à huile. La pièce sentait le vieux cuir, le tabac froid et le désespoir. Tristan croyait avoir toutes les cartes en main. Il croyait qu'en vertu de la loi anglaise, un mari obtenait le contrôle absolu de la fortune de sa femme lors du mariage. Il pensait que les millions des Montgomery étaient désormais à lui, pour les dilapider avec ses maîtresses, ses dettes de jeu et ses domaines ruraux en ruine. Mais Tristan avait largement sous-estimé l'intelligence du défunt père d'Arabella et la ruse impitoyable de l'avocat de la famille Montgomery, M. Nathaniel Gresham. Arabella se dirigea rapidement vers l'imposant bureau en acajou du duc. Elle commença à ouvrir les tiroirs, à la recherche des registres reliés en cuir qui contenaient l'état véritable des finances de Rodbury. Elle les trouva dans le tiroir du bas, enfermés dans une boîte en métal qu'elle força facilement, avec un lourd coupe-papier en laiton. Elle étala les registres sur le bureau,
ses yeux scrutant les colonnes de chiffres dans la pénombre. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. Tristan n'était pas seulement endetté. Il se noyait dans un gouffre financier. Il devait des sommes exorbitantes à la banque Drummond. Il avait des billets à ordre en souffrance auprès de la moitié des gentlemen du Club White. Son domaine rural, Rothbury Hall, était hypothéqué jusqu'à la garde. Et il devait des milliers de livres à un syndicat de prêteurs privés impitoyable dans la City de Londres. L'entière survie de Tristan dépendait de l'énorme dot qu'Arabella apportait au mariage, une somme de 300 000 livres sterling. Arabella sortit un document séparé, enveloppé de velours, du corsage de sa robe. C'était une copie de son contrat de mariage rédigé par Nathaniel Gresham et finalisé à la prestigieuse banque Coutts & Co. Avant sa mort, son père l'avait prévenu. Les aristocrates sont comme des paons, Arabella. Magnifiques à regarder, mais ils possèdent des cerveaux minuscules et des appétits voraces. Ne leur donne jamais les clés du grenier à grains. Le contrat de mariage était un fidéicommis à toute épreuve. Oui, la loi dictait qu'un mari contrôlait l'argent de sa femme, mais un trust de la cour de la chancellerie bien construit pouvait contourner cela. La fortune des Montgomery n'avait pas été remise à Tristan purement et simplement. La dot était bloquée dans un trust géré par M. Gresham. Arabella fit glisser son doigt le long de l'épais parchemin jusqu'aux clauses que Tristan, dans sa hâte arrogante de signer les papiers et d'assurer son salut, n'avait clairement pas lues en profondeur. Clause 7, sous-section C. Les fonds ne seraient débloqués pour le duc de Rothbury afin de régler ses dettes que sur la contre-signature légale de la duchesse, confirmant son établissement sûr et honorable dans la résidence ducale principale et la consommation légale de l'union. Clause 9. Si le duc venait à abandonner, humilier publiquement ou refuser d'honorer la position de la duchesse, rompant effectivement le contrat de mariage avant son accomplissement physique, le trust se réservait explicitement le droit de racheter les dettes du duc à ses créanciers, faisant ainsi du trust Montgomery son créancier unique et principal, avec le droit immédiat de saisir toutes les propriétés non substituées. Un sourire froid et magnifique effleura les lèvres d'Arabella. Tristan avait amené une maîtresse dans leur lit conjugal. Il avait explicitement refusé la consommation du mariage. Il l'avait bannie dans un dressing. Il lui avait littéralement remis le mécanisme légal pour le détruire. Elle vérifia l'horloge comtoise dans le coin. Il était 1h matin. Elle avait 4h30 avant l'aube. Arabella n'hésita pas. Elle se dirigea vers le cordon de la sonnette et tira d'un coup sec. Quelques instants plus tard, on frappa doucement, et Martha Tinsdale, la femme de chambre farouchement loyale d'Arabella, qui était à ses côtés depuis l'enfance, se faufila dans la pièce. Martha jeta un coup d'œil au visage d'Arabella, pâle, féroce et manifestement pas le moins du monde troublé par le bonheur nuptial, et se mit immédiatement au garde-à-vous. « Madame » demanda Martha dans un murmure étouffé. « Martha, le duc a décidé d'occuper sa chambre à coucher avec une femme nommée Pénélope Vin, » dit Arabella, sa voix vive et professionnelle. Martha haleta, son visage rougissant d'indignation. « Ce porc absolu. Je vais chercher les valets de pied. Nous allons la jeter à la rue. »« Non !» la coupa sèchement Arabella. « Nous ne ferons rien de tel. Laissez-les dormir. Laissez-les profiter de leur brandy volé et de leur stupide arrogance. J'ai besoin que vous accomplissiez une tâche dans le plus grand secret. Vous devez quitter cette maison par l'entrée de la cuisine. Allez à la résidence de M. Nathaniel Gresham à Mayfair. Réveillez-le. Dites-lui que le protocole du coucher du soleil a été violé et que nous activons la clause du lever du soleil.
Il doit immédiatement envoyer des messagers à la banque Drummond et aux prêteurs privés. Je veux que chaque billet à ordre portant la signature du duc de Rotbury soit acheté par le Trust Montgomery avant que le soleil ne franchisse l'horizon. Les yeux de Martha s'écarquillèrent, alors qu'elle comprenait l'ampleur de l'ordre. Chacun d'entre eux, votre grâce. Jusqu'au dernier sou, Martha. D'ici le matin, je veux que Tristan de Somerset me doive son âme. Maintenant, partez. Alors que Martha disparaissait dans la nuit, Arabella s'assit au bureau du duc. Elle déboucha son encrier, tira vers elle une feuille de parchemin vierge et commença à écrire. Elle rédigea les témoignages légaux détaillant les événements de la chambre à coucher, notant l'heure exacte, et refusant officiellement de signer la libération des fonds de la dot sur la base de la non-consommation et d'une violation morale flagrante. Pendant des heures, les seuls sons dans le bureau furent le grattement de la plume d'Arabella et le tic-tac de l'horloge. Elle n'était pas une mariée en pleurs. Elle était un général cartographiant un champ de bataille. Et l'ennemi dormait actuellement profondément, ignorant totalement que le sol sous ses pieds avait déjà été saisi. Les premières pâles lueurs de l'aube se glissèrent sur les toits de Londres, peignant le ciel de contusions violettes et dorées. À l'intérieur de la demeure de Grosvenor Square, le lourd silence de la nuit fut brisé par le son sec et autoritaire de lourdes bottes marchant à travers le hall de marbre. Arabella se tenait en haut du grand escalier, portant toujours sa robe de mariée élaborée, bien qu'elle eût retiré son lourd voile de dentelle et l'eût jeté de côté. Elle baissa les yeux pour voir M. Nathaniel Gresham, sa cravate habituellement immaculée nouée à la hâte, portant une énorme mallette en cuir. Derrière lui se tenaient 3 commis au visage sévère et, de façon cruciale, 2 hommes costauds qui ressemblaient moins à des professionnels du droit qu'à des hommes de main des docks de Londres. Gresham leva les yeux vers sa cliente la plus précieuse. « C'est fait, votre grâce, » dit-il, sa voix résonnant dans le hall vide. Mes clercs ont réveillé les directeurs de la banque Drummond dans leur lit. Nous avons réveillé les prêteurs d'argent dans la City. Étant donné la situation périlleuse du duc, il n'était que trop désireux de revendre ses dettes contre de l'or Montgomery garanti. Depuis 5h45 ce matin, le Trust Montgomery possède chaque hypothèque, chaque marqueur de jeu et chaque dette impayée liée à Tristan de Somerset. Le total est astronomique, près de 200 000 livres. Arabella descendit les escaliers, son expression indéchiffrable. Et la libération de la dot ? Gresham sortit un parchemin de sa mallette. Légalement gelé. Le lord chancelier Eldon lui-même a établi le précédent l'année dernière concernant la violation morale antérieure à la consommation. En vous refusant la chambre à coucher et en y installant une maîtresse, le duc a annulé son droit immédiat au fonds. Il est entièrement à découvert. Vous détenez les actes de propriété de cette maison même, de son domaine rural, et de tous les biens mobiliers qui ne sont pas explicitement liés à l'ancienne substitution. Vous êtes son maître absolu. Derrière ce comme Arabella prit la pile d'actes de propriété et de billets à ordre. L'épais parchemin pesant lourd dans ses mains. Le poids absolu de la bêtise de Tristan était lié par un ruban rouge. Excellent, Nathaniel, attendez ici. Arabella remonta les escaliers, faisant signe aux 2 hommes de main costaud de la suivre. Elle marcha le long du couloir gai, passant devant les portraits endormis des ancêtres de Tristan, jusqu'à atteindre les lourdes portes en chêne de la suite principale. Elle ne frappa pas. Elle fit un geste aux hommes de main. Les hommes saisirent les lourdes poignées en laiton et ouvrirent les portes à la volée avec un fracas violent et bruyant qui fit trembler les murs. À l'intérieur de la chambre, Tristan et Pénélope se réveillèrent en sursaut avec des cris de panique. La maîtresse se précipita pour tirer les draps de velours sur sa poitrine nue
tandis que Tristan, les yeux embués et furieux, bondit du matelas, attrapant une robe de chambre en soie jetée par terre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» rugit Tristan, le visage empourpré par la rage aristocratique. « Comment osez-vous faire irruption ici ? Je suis le duc de Rothbury. Je vous ai dit de rester dans le dressing, vous insolente. » Silence. La voix d'Arabella claqua dans la pièce comme un fouet. L'autorité absolue dans son ton fit littéralement claquer la bouche de Tristan. Il cligna des yeux, réalisant enfin que sa mariée ne pleurait pas, ne se recroquevillait pas, et n'était certainement pas seule. Elle était flanquée de 2 hommes massifs qui semblaient nullement impressionnés par son titre. Arabella s'avança lentement jusqu'au pied du lit, ses yeux balayant la scène échevelée et pathétique. Pénélope Vance se recroquevilla contre la tête de lit, réalisant soudain que la dynamique de pouvoir dans la pièce n'était pas celle qu'on lui avait promise. « J'ai passé la nuit à examiner vos registres, Tristan, » dit Arabella doucement, jetant la lourde pile de billets à ordre au pied du lit. Ils atterrirent avec un bruit sourd et accablant. Tristan fixa les documents, son cerveau s'adaptant lentement à la situation. Il reconnut les sceaux de cire de la banque Drummond. Il reconnut les rubans rouges de ses prêteurs privés. Une panique froide et suffocante commença à lui serrer la gorge. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-il, son intonation arrogante disparaissant complètement. « Ce sont, dit doucement Arabella, vos chaînes. Vous pensiez avoir épousé un coffre-fort docile, Tristan. Vous pensiez pouvoir prendre mon argent, m'humilier et pavaner votre catin dans mon lit. Mais vous n'avez pas lu les petits caractères. » Elle fit un pas de plus, sa voix tombant à un murmure mortel. « Parce que vous m'avez abandonné lors de notre nuit de noces, notre mariage reste légalement non consommé. Parce que vous l'avez amené dans notre lit, vous avez rompu la clause de moralité du trust Montgomery. Ma dot est gelée. Vous n'en verrez pas un seul sou. » Le visage de Tristan se vida de toute couleur. Il ressemblait à un cadavre. Non, c'est impossible. La loi stipule qu'un trust fonctionne indépendamment des transferts d'actifs matrimoniaux standards, l'interrompit sèchement Arabella. De plus, mon avocat a passé les 5 dernières heures à traverser Londres. Le trust Montgomery a racheté chacune de vos dettes, chaque prêt, chaque hypothèque, chaque marqueur de jeu. Je possède tout. Pénélope haleta, regardant d'Arabella à Tristan. « Tristan, que dit-elle » exigea la maîtresse d'une voix perçante. Arabella ne regarda même pas l'autre femme. Elle garda son regard perçant verrouillé sur son mari. « Cela signifie, Pénélope, que le duc est en faillite. Cela signifie qu'à partir du lever du soleil ce matin, je possède l'acte de propriété de cette maison. Je possède l'hypothèque de Rothbury Hall. Je possède le lit même dans lequel vous transpirez actuellement. Et en tant que principal créancier, je réclame officiellement le remboursement des prêts, immédiatement. » Tristan tituba en arrière, ses genoux heurtant le matelas. « Arabella, s'il vous plaît, soyez raisonnable. Nous pouvons... » Le commandement d'Arabella était absolu. « Quoi ?» murmura Tristan. « Sortez de ma maison, » dit Arabella, les yeux brillants d'un feu triomphant et terrifiant. « Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler les vêtements que vous pouvez porter. Le reste des biens de cette maison, y compris les œuvres d'art, l'argenterie et les voitures, appartient à la banque, c'est-à-dire moi. Si vous ou votre maîtresse êtes encore dans ce bâtiment lorsque l'horloge comtoise sonnera 6 heures, ces messieurs vous jetteront tous les 2 à la rue, sans vos sous-vêtements. » Tristan Somerset, le 9e duc de Rothbury, regarda la femme qu'il avait essayé de briser. Il réalisa avec une clarté écrasante et atroce qu'il n'avait pas épousé une victime. Il avait épousé un bourreau. L'horloge comtoise dans le hall du manoir de Grosvenor Square faisait tic-tac avec le rythme assourdissant du marteau d'un juge.
Tristan Somerset se tenait sur le magnifique tapis persan, grelottant dans la fraîcheur de l'aube, vêtu seulement d'une cravate nouée à la hâte, d'un gilet froissé et d'un pantalon qu'il avait enfilé de ses mains tremblantes. À ses côtés se tenait Pénélope Vin. L'actrice avait abandonné toute prétention de dévotion dramatique au moment où les hommes de main costauds étaient entrés dans la pièce. Avec une efficacité terrifiante, elle avait fourré ses cosmétiques coûteux, le collier de diamants que Tristan avait acheté à crédit la semaine précédente, et plusieurs des brosses à cheveux en argent du duc dans un sac de voyage en velours. « Pénélope, chérie, tu dois attendre », implora Tristan. Sa voix, un croassement pathétique. « Ce n'est qu'un malentendu, un blocage juridique temporaire. Je suis un père du royaume. Elle ne peut pas simplement me jeter à la rue. Je vais voir mes avocats. Nous ferons annuler cela avant midi. » Pénélope s'arrêta devant les lourdes portes en chêne menant à la rue. Elle se retourna, ses boucles d'or accrochant la lumière du matin, mais ses yeux étaient entièrement dépourvus de chaleur. Elle regarda Tristan non pas avec amour, mais avec l'évaluation froide et calculatrice d'un marchand examinant des marchandises avariées. « Mon doux Tristan, » dit Pénélope, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. « Vous n'êtes pas un père du royaume ce matin. Vous êtes un indigent avec un nom chic. Votre terrifiante épouse possède les bottes mêmes qui sont à vos pieds. Je suis une actrice, mon amour. Je joue des tragédies sur scène, pas dans ma vie privée. » Avant que Tristan ne puisse prononcer un autre mot, Pénélope sortit par la porte, hélant un fiacre de passage et s'évanouissant dans la brume londonienne. Elle ne se retourna pas. « Le temps est écoulé, votre grâce », gronda l'un des hommes de main d'Arabella en s'avançant. « Dehors, allez !» Tristan fut physiquement expulsé par la porte d'entrée, trébuchant sur les grandes marches de marbre et atterrissant sans ménagement sur les pavés. Les lourdes portes en acajou claquèrent derrière. Puis, le son résonnant comme un coup de feu sur la place aristocratique tranquille. Il était le duc de Rothbury, et il était entièrement, totalement sans abri. Au cours des 48 heures suivantes, le scandale consuma la haute société avec la férocité d'un incendie de forêt. L'aristocratie se nourrissait de ragots, mais c'était un spectacle différent de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Le Morning Post publia une chronique à peine voilée sur un certain duc de R, qui avait été enfermé hors de sa propre chambre à coucher par sa mariée mercantile lors de leur nuit de noces. Tristan, désespéré et cherchant refuge, tenta d'entrer au Club White's dans la rue de St. James. Il se pavana jusqu'à l'emblématique bow window, s'attendant au hochement de tête déférent habituel de ses pairs. Au lieu de cela, l'associé de M. Brummel, Lord Alvanley, car Lord Alvanley était une véritable figure historique connue pour son esprit, l'intercepta dans le hall. « Mes excuses, Rothbury, » dit Lord Alvanley, ajustant son monocle avec un regard d'un dédain suprême. « Mais le bruit court en ville que vos dettes de jeu sont désormais détenues par un trust privé. Le comité a décidé que jusqu'à ce que vos embarras domestiques et financiers soient résolus, votre adhésion est suspendue. Bonne journée. » Humilié, Tristan fut contraint de prendre un logement dans une auberge miteuse et humide près de Covent Garden, bien loin des draps de soie et du brandy importé auquel il était habitué. Il rencontra un avocat, un barristeur notoirement visqueux nommé Monsieur Barnaby Grimby, qui opérait depuis un bureau exigu dans Chancery Lane. Grimby examina le contrat de mariage avec une loupe, son front se plissant de plus en plus à chaque seconde qui passait. « Eh bien, » exigea Tristan, en faisant les 100 pas sur le plancher, « pouvons-nous faire appel aux tribunaux ecclésiastiques ? Je suis son mari. Je demande la restitution de mes droits conjugaux. La loi stipule qu'elle doit se soumettre à moi, et ainsi soumettre sa fortune. La loi, votre grâce, est un instrument délicat, » murmura Grimby
en essuyant la sueur de son front. Et l'avocat de votre femme, M. Gresham, en a joué comme un maître violoniste, en refusant de consommer le mariage et en établissant une violation morale documentée le soir même où le contrat a été scellé. Elle a déclenché une clause punitive spécifique. De plus, elle n'a pas volé votre richesse. Elle a légalement racheté vos dettes. Si vous tentez de la poursuivre devant les tribunaux ecclésiastiques pour obtenir vos droits conjugaux, elle vous intentera simplement une contre-poursuite devant la cour de la chancellerie pour le paiement immédiat des 200 000 livres que vous devez à son trust. Puisque vous ne pouvez pas payer, elle vous fera jeter à la prison de la Fleet pour dette. Tristan s'effondra sur une chaise bancale, le souffle coupé. La prison de la Fleet, elle mettrait un duc dans une prison pour dette. Je crois, votre grâce, dit sombrement Grimby, qu'une femme qui expulse son mari au lever du soleil le jour de son mariage est capable d'absolument tout. Pendant ce temps, Arabella Montgomery, désormais l'incontestée duchesse de Rothbury, ne se reposait pas sur ses lauriers. Elle ne pleurait pas dans ses appartements, ni n'évitait les regards perçants de la société. Elle s'appuya sur son nouveau pouvoir avec une grâce terrifiante. Elle ouvrit le manoir de Grosvenor Square, jetant le décor criard et désuet de Tristan, et y installant un mobilier élégant et moderne, payé par sa propre et vaste fortune. Elle convoqua les intendants des domaines ruraux de Rothbury et audita impitoyablement leurs comptes. Elle licencia les baillis corrompus que Tristan avait embauchés, les remplaça par des gestionnaires efficaces de la compagnie maritime de son père, et ordonna que les vastes terres incultes du duché soient transformées en de rentables pâturages à moutons et en exploitations minières de charbon. En l'espace de quelques mois, Arabella faisait ce que la famille de Tristan avait échoué à faire pendant un siècle. Elle rendait le duché follement rentable. Les matrones de la bonne société, qui avaient initialement l'intention de la fuir comme une vulgaire et agressive file de commerçants, se retrouvèrent soudainement désespérées d'obtenir ses faveurs. Arabella détenait les hypothèques de la moitié des messieurs de la Chambre des Lords lorsqu'elle fréquentait les salles d'assemblée d'Almax. Même la redoutable Lady Cowper, une patronnesse qui contrôlait le registre mondain de Londres, offrit une révérence à Arabella. Le pouvoir, comprit rapidement Arabella, était un excellent substitut au pédigree. Mais Tristan n'en avait pas fini. Poussé au bord de la folie par ses conditions de vie sordides et son égo meurtri, il conçut un plan désespéré et venimeux. Si la loi ne voulait pas l'aider, il s'appuierait sur le poids purement écrasant de la misogynie sociétale. Il la ruinerait publiquement, la ferait passer pour une folle, et forcerait la couronne à intervenir et à le nommer comme son tuteur légal. Il lui fallait juste la scène parfaite. C'était l'apogée de la saison londonienne, et Arabella organisait un grand bal au manoir de Grosvenor Square. C'était une démonstration stratégique de domination absolue. La maison était illuminée par des milliers de bougies en cire d'abeille. Le duc de Sussex, un frère cadet du prince régent, était présent, sirotant le champagne importé d'Arabella et riant de son esprit vif. Arabella se tenait en haut du majestueux escalier, une vision d'autorité intouchable. Elle portait une robe de velours bleu nuit, dépourvue des froufrous compliqués populaires à l'époque, ornée seulement d'un stupéfiant collier de saphir, une pièce qu'elle s'était achetée elle-même. L'orchestre jouait un quadrille, entraînant lorsque les lourdes portes d'entrée s'ouvrirent à la volée. La musique vacilla. Tristan Somerset se tenait sur le seuil. Il avait l'air affreux. Ses vêtements, autrefois le summum de la confection, pendaient lâchement sur sa charpente amincie. Son visage était mal rasé, et ses yeux brûlaient d'une lumière fiévreuse et désespérée.
Un halètement collectif ondula à travers la salle de bal. Les invités s'écartèrent, comme la mer Rouge, alors que Tristan marchait vers l'escalier, ses yeux fixés sur sa femme. « Arabella !» cria-t-il, sa voix résonnant par-dessus les murmures étouffés des aristocrates. « Vous avez joué à votre petit jeu assez longtemps. Je suis le duc de Rodbury, et je suis le maître de cette maison. » Arabella ne tressaillit pas. Elle le regarda de haut, avec le détachement calme d'un scientifique observant un insecte. « Vous faites intrusion, Tristan, » dit-elle, sa voix parfaitement modulée pour porter à travers la pièce silencieuse. « C'est une résidence privée et vous n'avez pas d'invitation. »« Je n'ai pas besoin d'une invitation pour ma propre maison, » grogna Tristan en montant une marche de l'escalier. « Je suis votre mari. Par les lois de Dieu et d'Angleterre, vous êtes ma propriété. Et je déclare formellement à cette assemblée que ma femme est faible d'esprit. C'est une femme hystérique et dénaturée qui s'est emparée illégalement de mes biens. J'exige que le magistrat intervienne et restaure ma place légitime. » La foule murmura. C'était une accusation dangereuse. En 1814, un mari pouvait en effet faire interner sa femme dans un asile d'aliénés s'il pouvait convaincre un médecin et un magistrat qu'elle était rebelle et folle. C'était l'arme ultime du patriarcat. Arabella descendit lentement les escaliers, ses mouvements fluides et totalement intrépides. Elle s'arrêta une marche au-dessus de lui. « Vous souhaitez impliquer les magistrats, Tristan ?» demanda-t-elle doucement, bien que toute la pièce tendit l'oreille pour entendre chaque mot. « Je vous verrai enfermé à Bedlam si vous ne cédez pas à moi ce soir, » siffla-t-il, des postillons volant de ses lèvres. Arabella soupira. Ce n'était pas un soupir de défaite, mais de profonde déception. « Martha » appela-t-elle clairement. Des ombres près de la porte du salon, sa loyale femme de chambre s'avança, tenant un plateau en argent. Sur le plateau reposait un unique dossier noué d'un ruban rouge. Martha l'apporta à Arabella, qui le prit délicatement dans ses mains gantées. « J'avais espéré vous épargner la dernière once de votre dignité, Tristan, » dit Arabella, se tournant pour s'adresser à la foule, projetant sa voix. « Mais puisque vous insistez pour en faire une affaire publique de droit, je suppose que je dois m'exécuter. » Elle baissa à nouveau les yeux vers son mari. « Quand j'ai racheté vos dettes, Tristan, je n'ai pas seulement acquis vos marqueurs de jeu et vos hypothèques. J'ai aussi acquis vos registres privés. J'ai mené un audit approfondi de vos finances au cours des 5 dernières années. » Le ricanement confiant de Tristan vacilla légèrement. « Vous n'avez rien trouvé d'autre que des dettes aristocratiques standards. Vous ne pouvez pas me faire honte de dépenser de l'argent. »« Oh, je ne vous fais pas honte de dépenser de l'argent, » corrigea doucement Arabella. « Je vous fais honte pour la manière dont vous l'avez acquis. Il y a 2 ans, pendant la guerre d'Espagne, vous avez été nommé trésorier honoraire du Fonds de secours des vétérans de Lord Wellington, un organisme de bienfaisance créé pour soutenir les veuves et les soldats estropiés de retour d'Espagne. » Tristan se figea. Le blood se retira de son visage si rapidement qu'il eut l'air sur le point de s'évanouir. « Vous aviez une dette massive envers un syndicat français, » continua Arabella, sa voix résonnant comme un glas dans la salle de bal silencieuse. « Un syndicat lié directement aux financiers de Napoléon. Vous étiez désespéré, alors vous avez falsifié les signatures des administrateurs de l'organisme de bienfaisance. Vous avez détourné 12 000 livres aux veuves et aux orphelins des soldats anglais. Et vous avez envoyé cet argent de l'autre côté de la Manche, à l'ennemi. » Le silence dans la pièce était absolu. Puis un murmure sourd et horrifié commença à s'élever. Le duc de Sussex, debout près du bol à punch, regarda Tristan avec une expression de pur dégoût meurtrier. « C'est un mensonge !» hurla Tristan, la panique lui serrant la gorge. « Elle ment, elle est folle. Je détiens les registres originaux, les traites bancaires falsifiées et la correspondance interceptée avec les banquiers parisiens, » déclara calmement Arabella en tapotant le dossier au ruban rouge.
Mon avocat a déjà authentifié les signatures. Vous n'avez pas seulement ruiné votre famille, Tristan. Vous avez commis une haute trahison et vous avez volé les héros de l'Angleterre pour le faire. Tristan tituba en arrière, s'agrippant à la rampe pour se soutenir. Il savait que c'était vrai. Il savait qu'elle avait les documents. Il les avait laissés cachés dans un compartiment secret de son bureau. Le bureau même qu'Arabella avait réclamé lors de leur nuit de noces. La trahison est passible de la potence, Tristan, murmura Arabella en se penchant pour que lui seul puisse entendre. Ou à tout le moins, une vie entière à la Tour de Londres, déchue de votre titre, vos terres confisquées au profit de la couronne. Vous mourriez en traître disgracié. Tristan tremblait violemment. Il regarda autour de lui dans la pièce. Il n'y avait aucune sympathie dans les yeux de ses pairs. Il n'y avait que de la répulsion. Il était un paria. « Quoi ? Que voulez-vous » s'étrangla-t-il. Des larmes de terreur absolue coulant sur ses joues. Arabella redressa la colonne vertébrale. « Voici mes conditions » déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une finalité absolue. « Premièrement, vous signerez un acte de séparation formelle ce soir. Vous renoncerez formellement à toute revendication sur ma personne, ma richesse et mon trust. Deuxièmement, vous abandonnerez tous les droits de vote par procuration à la Chambre des Lords à un agent de mon choix. Troisièmement, vous quitterez l'Angleterre d'ici le lever du soleil. Je vous accorderai une allocation annuelle de 500 livres, assez pour vivre tranquillement dans un modeste cottage à Naples. Si jamais vous remettez les pieds sur le sol britannique, si jamais vous écrivez mon nom, ou si jamais vous tentez de me contacter, je remettrai immédiatement ce dossier au procureur de la couronne. » Tristan la fixa. 500 livres par an, c'était une misère. C'était le salaire d'un marchand moyennement prospère. Il vivrait en exil, entièrement oublié. Tandis que la fille d'un marchand gouvernerait son domaine ancestral. Mais l'alternative était le nœud du bourreau. Il regarda le masque de porcelaine, inflexible du visage de sa femme. Il comprit enfin ce que Pénélope avait réalisé en ce premier matin. Il n'avait pas épousé une femme. Il avait épousé une force de la nature. Et il avait bêtement essayé de se mettre en travers de son chemin. « Je signerai », murmura Tristan, éclatant en de violents sanglots. « Monsieur Gresham vous attend dans la bibliothèque », dit froidement Arabella. « Il a préparé les papiers. Ne vous attardez pas, Tristan. Vous avez un navire à prendre. » Arabella regarda sans la moindre once de pitié l'homme brisé et en larmes, qui était techniquement son mari, se retourner et se traîner vers la bibliothèque, escorté par 2 de ses valets de pied. La salle de bal resta parfaitement silencieuse pendant un long moment. L'aristocratie de Londres dévisageait la duchesse de Rodbury, un mélange de crainte et de terreur absolue dans les yeux. Arabella se retourna lentement, le collier de saphir étincelant à son cou. Elle regarda vers la fosse d'orchestre. « Eh bien » dit-elle, un petit sourire triomphant jouant au coin de ses lèvres. « La nuit est jeune et on nous a promis une valse. Que la musique reprenne. » Le chef d'orchestre se précipita pour lever sa baguette, et les notes entraînantes d'une valse de Strauss remplirent immédiatement la pièce. Les invités, désireux de prendre leur distance avec le duc disgracié et désespérés de s'attirer les faveurs de la femme la plus puissante d'Angleterre, se précipitèrent sur la piste de danse. Arabella Montgomery, la duchesse de Rodbury, se tenait en haut des escaliers, contemplant son empire. On lui avait promis un titre en échange de sa fortune, et elle l'avait reçu. Mais elle avait pris quelque chose de bien plus précieux. Elle avait pris sa liberté, et elle ne la lâcherait plus jamais.